Nouveau rendez-vous avec Parlons d'Europe, cette chronique proposée par Jacques Ossler. Jacques, bonsoir. Bonsoir Jean-Louis. Alors justement, on en parle de l'Europe, on parle beaucoup de l'Europe, mais justement, pourquoi construire l'Europe? Et je crois que c'est une question que vous avez envie de développer sur plusieurs chapitres et donc plusieurs semaines. Oui, parce que les raisons de construire l'Europe sont très nombreuses. Alors pour clarifier les choses, je propose de les classer en trois catégories. D'abord les raisons originelles, les raisons actuelles, puis les raisons d'avenir. C'est un classement chronologique. Mais en fait, il correspond aux sensibilités des générations qui se sont succédées. Et ces générations ont vu leur sensibilité évoluer en fonction de l'environnement, qui n'est pas le même, et des expériences qu'elles ont vécues collectivement, qui sont spécifiques. Ces raisons ne se substituent pas au fil du temps. En fait, elles se cumulent. Jean Monnet nous a dit que l'Europe s'est constituée par les crises. Elle est le cumul des solutions qui ont été apportées à chacune de ces crises. Alors nous avons fait l'Europe, qui n'est pas encore achevée aujourd'hui. Il nous reste à faire les Européens. Parce que les Européens n'ont pas une conscience suffisante d'être des citoyens. Il n'existe pas, comme disent les Allemands, la cour de Karlsruhe, de démos européens. D'ailleurs, la Cour de Karlsruhe en profite pour limiter la légitimité du Parlement européen, ce qui n'est pas une mince affaire. Alors, comment construire ce peuple européen? Renan nous a dit dans sa conférence « Qu'est-ce qu'une nation ?» que celle-ci procède d'un souvenir d'un passé commun, de l'oubli des discordes et de la volonté de vivre ensemble un projet d'avenir. Et voilà l'introduction d'une chronique que vous allez nous proposer sur trois volets. Le premier, bien sûr, ce sont les raisons originelles. Je rappelle que on s'interroge à travers vos propos sur les raisons de construire l'Europe. Alors, premier volet cette semaine, les raisons originelles. Ouais, essentiellement, il y en a deux, c'est le passé commun et la paix à construire. Alors, le passé commun. Il faut rappeler que nous sommes les bénéficiaires de l'héritage grec. Vous savez, l'apparition de l'esprit critique, l'apparition de la rationalité qu'on voit un peu dans la philosophie ou l'esquisse des sciences à l'époque, dans l'apparition des principes politiques de la démocratie qui nous régissent encore aujourd'hui. Nous sommes aussi les bénéficiaires de l'héritage romain, essentiellement le droit, l'organisation juridique. Nous sommes les légataires de l'héritage judéo-chrétien, le respect de la personne, l'universalisme des valeurs, le Dieu unique et personnel. Et aussi paradoxal que ça paraisse, nous sommes les héritiers de la barbarie. La barbarie, c'était les peuples autour de l'Empire romain qui nous apportaient une diversité de foyers de vie différenciés, des différences de culture. Nous sommes aussi les héritiers de la modernité. Et la modernité, c'est essentiellement le XVIIIe siècle. La civilisation technicienne qui a commencé à apparaître à ce moment-là, qui est fondée sur la raison, la science et le progrès. Question qu'on peut se poser quand même, c'est que la paix n'est pas un état naturel de l'Europe, Jacques Ossler. Hélas non, quand on regarde l'histoire, l'Europe a connu une histoire pleine de bruit et de fureur. Cependant, elle a abouti à une civilisation des plus douces et des plus raffinées. Mais paradoxalement, elle aboutit aussi au XXe siècle à deux guerres civiles européennes et à des barbaries les plus extrêmes. On dit que les hommes font l'histoire, mais qu'ils ne savent pas l'histoire qu'ils font. En fait, l'histoire, enfin plutôt l'Europe, quand on regarde l'histoire, est née avant les nations, lors de la chrétienté. Mais les nations sont la composante majeure actuelle de l'Europe. Il faut donc préserver l'identité et la culture des peuples européens, leur langue, leur religion, etc., comme d'ailleurs nous y invite la devise de l'Union, unie dans la diversité. Alors justement, Jacques Ossler, vous aimez bien citer Georges Bidault. Oui, Bidault disait simplement « il faut faire l'Europe sans défaire la France ». Parlons maintenant de la paix, cette paix à construire, à encore construire, où on est arrivé à un niveau de paix qui est tout à fait bon pour l'Europe. Ne péchons pas par excès d'optimisme. De 1870 à 1940, 70 ans, 3 guerres. Depuis 1944, pas loin de 70 ans, pas de guerre dans l'Union européenne. Et récemment, l'Europe a obtenu le prix Nobel de la paix. Ceci étant, si on regarde autour de nous, nous voyons l'Afghanistan, l'Irak, la Libye, le Mali, la Syrie, et cette liste, malheureusement, n'est pas limitative. Donc, la guerre continue d'exister autour de nous. Alain Lamassoure, qui est un fervent européen, disait cependant
ce n'est pas l'Europe qui a fait la paix, c'est la paix qui a fait l'Europe. Les deux affirmations sont vraies simultanément. L'histoire est parfois complexe, il faut savoir l'assumer. Ainsi, Truman et Staline sont aussi deux autres pères de l'Europe. Parce que la guerre froide a non seulement permis, mais même elle a provoqué l'unification de l'Europe. Cette unification est fondée, vous le savez, sur la réconciliation avec l'Allemagne et a permis d'ancrer cette Allemagne dans l'Ouest européen. Comment s'y est-on pris ? Eh bien, les belligérants ne voulaient pas rater une nouvelle fois la paix, comme c'était le cas après Versailles. Et cette paix n'est pas simplement l'absence de guerre, comme disait Raymond Aron. Et pour une fois, on a su tirer les leçons de l'histoire. D'abord, pendant la guerre, on a esquissé un nouvel ordre international. Ayant conscience de l'impuissance de la Société des Nations, on a construit l'Organisation des Nations Unies. Ayant conscience de la fragmentation et du protectionnisme qui s'est développé après la crise de 1930, on a créé le Fonds monétaire international, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, le GATT, alors je traduis aujourd'hui, c'est l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, c'est plus clair. Les grandes puissances se sont regroupées, d'abord dans le G7, puis le G8, et depuis la crise, c'est devenu le G20. Et n'oublions pas le regroupement essentiel, la communauté économique européenne. Deuxième objectif des belligérants, c'est de résister à l'expansion communiste. Et c'est George Kennan, cet Américain ambassadeur à Moscou, qui a suggéré à Truman la stratégie d'endiguement. Parce que, après 1948, le coup d'État de Prague, le blocus de Berlin, eh bien les Occidentaux se sont regroupés dans une alliance militaire, l'Alliance Atlantique, l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord en 1949, la Communauté européenne de défense qui a échoué grâce, si je puis dire, aux Français en 1954, l'Union de l'Europe occidentale. Et tout ça parce qu'en face, il y avait un épouvantail qui était le pacte de Varsovie. Mais il ne suffit pas d'une alliance militaire. Sur le plan civil, il faut reconstruire, développer et moderniser l'Europe. C'est ce qui a été fait grâce à l'aide Marshall, une aide généreuse des Américains, mais qui cependant a demandé aux Européens de s'organiser pour répartir au mieux cette aide. Ce qui fait dire à Paul-Henri Spaak, l'Europe est née dans la peur du Russe et la charité des Américains. Alors, Jacques Oessler, on a bien vu le contexte historique dans lequel est née cette Europe. Ensuite, il a fallu la construire. Et oui, parce que Jean Monnet avait bien raison en disant « rien ne se crée sans les hommes, mais rien ne perdure sans les institutions ». Donc c'était une sorte de course par étapes. Première étape, c'était la phase fonctionnaliste, économique et sectorielle, les fameuses solidarités de fait de Schuman. Ça a été concrétisé par le traité de Paris en 1951 qui a créé la CECA. Et d'ailleurs, Schuman a persisté dans son idée de fonctionnalisme puisqu'il est à l'origine de l'Euratom qui a été créé en 1957, qui est une communauté de l'énergie nucléaire. La deuxième phase, c'est une phase économique étendue, pour ne pas dire généralisée. En clair, la création de la communauté économique européenne par le traité de Rome en mars 1957. Et vous avez une troisième phase qui est la phase politique, c'est l'Union européenne qui procède du traité de Maastricht en 1992. Et là, de grands événements étaient intervenus. La chute du mur de Berlin, la réunification d'Allemagne, la dissolution de l'URSS. Et il fallait se préparer à faire face à l'accélération de l'histoire et réunifier dans la paix, la stabilité, la démocratie, le développement, l'ensemble du continent européen. Le rêve de Schuman en quelque sorte. Mais les guerres de Yougoslavie, à 2 étapes du Tour de France de nos frontières, comme aurait dit le général, montrent la difficulté et les risques de l'entreprise. Ça montre aussi l'impuissance militaire de l'Union, puisqu'il a fallu recourir à l'aviation américaine. Mais enfin, mais surtout, cela montre que la puissance civile de l'Union européenne est une puissance pacificatrice, parce que la paix est revenue dans les Balkans. Et les différends sont en voie d'apaisement aujourd'hui, grâce à la pression diplomatique de l'Union et à son attractivité pour les pays candidats à l'intégration. Jacques Oessler, avant de vous laisser poser la conclusion de ce premier volet, je voulais rappeler que nous poursuivrons le questionnement « Pourquoi construire l'Europe ?» bien sûr, avec ce qui se passe actuellement, ce qui est quand même très important. Je vous laisse conclure. Alors quand on voit tout ce que je viens de rappeler, on peut se poser une question. N'y aurait-il donc que les Européens pour ne pas apprécier la chance qui est la leur et que vient de reconnaître le Nobel de la paix? Jacques, pour conclure cette chronique, un mot quand même de l'actualité de votre mouvement européen lorrain. Vous avez une prochaine réunion débat très bientôt, c'est demain à partir de 17h30.
Oui, la réunion s'organise à l'hôtel de région, place Gabriel Lecard et salle Poincaré. Le thème sera l'actualité européenne de la rentrée, essentiellement 4 points, Robert Schuman, Le Monde, l'Union européenne et la France. Et pour préparer cette réunion, pour ceux qui veulent venir, eh bien, vous allez sur le site du mouvement européen pour télécharger une douzaine d'articles qui traitent de ces points-là. Je rappelle le site, c'est mouvement-européen-lorraine.fr. Y a-t-il besoin de réserver pour participer à cet après-midi, à cette réunion débat? Pour cette fois-ci, non. Très bien. Merci